ce webinaire qui a comme thématique l'intelligence artificielle pour et dans Sedge-X3. Alors, cette présentation, on va la co-animer avec Guillaume Clément, qui est le CTO Data IA chez Flowline, et moi-même qui suis le directeur général de Flowline. Alors, on est vraiment super ravis de vous avoir aujourd'hui. C'est le premier événement en fait de ce style pour l'IA en ce qui concerne en fait Guillaume et moi. C'est énormément en fait de mois de travail, de mois de R&D, d'investissement qui finalement vous sont présentés aujourd'hui. Donc on en est assez fiers. J'espère en tout cas que vous serez satisfait aussi. Cette présentation, elle se veut très pragmatique. C'est pour cette raison en fait qu'on a axé 80% de la présentation sur de la démonstration autour de nos modules de prédiction, de détection d'anomalies, d'automatisation et GenAI. On commencera par une explication de notre approche de l'intelligence artificielle qui est assez spécifique. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Donc, on est ensemble pendant environ 1 heure à peu près. Pour des raisons en fait de forme et de logistique, on a décidé de réserver les questions-réponses à la fin. C'est plus facile pour nous. Donc, on a sur les 150 personnes, j'ai l'impression qu'on a on a au moins une trentaine de personnes qui ne connaissent pas Flowline. Donc, un petit rapide historique de Flowline. On est historiquement un intégrateur ERP, mais notamment un des tout premiers intégrateurs de Sedge-X3 en France. Et depuis 5 ans, on est intégrateur des plateformes Salesforce. Salesforce n'étant pas qu'une CRM, mais regroupant un ensemble de cloud dont nous sommes intégrateurs. Flowline a cette année 25 ans. On a un peu plus de 150 clients, 80 collaborateurs. On est présent à Lyon, le siège, à Paris et en Suisse romande. Et on fait cette année un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis un peu plus d'1 an, Flowline est en pleine transformation. On a évolué vers ce qu'on appelle une ESN métier et technologie. Donc, on capitalise fortement et on évolue fortement sur notre savoir-faire historique d'intégrateur ERP, Sedge-X3 et Salesforce. Et puis, on a rajouté une autre activité qui est essentielle dans cette approche et cette transition, qui est une activité de conseil métier, où on accompagne les directions métiers avec des consultants métiers qui ne sont pas des consultants IT, qui sont des consultants véritablement soit logistique, soit finance, soit métier, et qui travaillent sur les pain points des directions métiers chez nos clients et qui les accompagnent sur le lien entre l'environnement applicatif, l'environnement technologique au service de leurs problématiques du quotidien. Depuis un peu plus d'1 an, on a créé ce qui fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui, une activité autour de l'IA et de la data, qui permettra de présenter les différents modules qui sont autour de ce dont vraiment l'objet prédictif, automatisation et anomalie. Et toute cette approche, il ne faut pas l'oublier, elle est au service de l'IT et au quotidien en accompagnement de nos partenaires du quotidien qui sont les directions des systèmes d'information. Véritablement, c'est tout ce qu'on met en œuvre au quotidien. Donc voilà en gros pour Flowline. Donc, quelle est notre approche autour de l'intelligence artificielle? Notre approche est résolument pragmatique. On a véritablement souhaité travailler sur des axes précis et pas partir dans tous les sens. Et les 3 axes sur lesquels on investit depuis 1 an et demi maintenant sont la prédiction, la détection d'anomalies et les automatisations. Et on a pris le parti de travailler en fait sur la conceptualisation de modules, des modules d'IA, qui sont finalement assez simples, rapides. En fait, on veut des solutions concrètes et opérationnelles, des solutions faciles et rapides à mettre en œuvre, et des solutions durables. Quand je dis durables, d'un point de vue RSE, certes, mais aussi durables d'un point de vue maintien en conditions opérationnelles. Et une fois qu'on a travaillé en fait sur ces modules, on s'appuie sur un socle fort d'expertise data pour travailler sur les sources, sur les destinations, parce qu'il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas une maîtrise de la data. Et tout ça, ça vient s'intégrer directement dans Sedge-X3
Et c'est ça la magie, en fait, de toute cette organisation. Alors, volontairement, à chaque fois qu'on travaille avec nos clients, on met au cœur les directions métiers, au cœur des enjeux. En fait, chez à peu près tous les clients, on rencontre exactement la même approche. On a des directions métiers qui travaillent dans leur cadre avec leurs applications, leurs environnements. On va retrouver les ERP, on va retrouver des CRM, on va retrouver des PLM, on va retrouver des WMS. Et souvent, en fait, les directions métiers travaillent avec leurs environnements et les applications qu'elles utilisent au quotidien sont finalement pas si interopérables et pas si connectées entre elles. Et les services sont souvent pas si connectés entre eux. Donc, on fait face à cet enjeu-là. Et on fait face à un deuxième enjeu aujourd'hui, c'est que l'explosion des données est un vrai sujet. C'est ce qu'on appelle un pain point majeur. Il y a une dizaine d'années, quand on voulait structurer les données, on travaillait, on mettait en place un data warehouse, on mettait en place de la BI avec des indicateurs. Et puis, globalement, on arrivait à faire des choses et on arrivait à piloter les informations qui étaient stockées dans le système d'information. Aujourd'hui, on a autant d'informations dans les informations données structurées qu'on en a sur les données non structurées. Et les informations qui sont issues de fichiers Word, de PDF, de fichiers Excel ou même de données externes sont tout aussi importantes et essentielles dans la compréhension et la stratégie de nos clients que les données qui sont stockées dans des bases de données. Et tout ça, tous ces événements du quotidien, tous ces sujets-là, ça crée tout un tas de pain points pour nos directions métiers. Et ces pain points, c'est vraiment un mot-clé chez nous. C'est ces pain points qui drivent toute cette approche, tout ce qu'on a mis en place depuis plusieurs mois autour de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce que vous voyez en vert foncé, c'est un ensemble de petits pain points qui sont traités au quotidien pour nos clients. Donc, maintenant qu'on a dit ça, quelle est l'approche pragmatique qu'on a déroulée? On part d'un principe où l'intégration et l'agrégation de l'IA est plus importante que la création de fonctions. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui sur le terrain et dans notre quotidien les uns les autres? Les solutions technologiques et les modèles d'IA existent. Et concrètement, nous, petits Flowline ou petites sociétés de services, à un moment donné, on peut se dire, voilà, on est plus royaliste que le roi, puis on va inventer des moteurs, on va inventer des algorithmes, on va inventer tout ça. Mais c'est pas le parti pris qui a été fait chez nous. On part du principe où des Microsoft, des Amazon, des OpenAI, des gens comme ça ont des millions de fois plus de moyens et de capacités d'innover que nous en tant que société de services. Et c'est ça la magie d'Histoire, c'est que chaque jour, il y a des nouvelles innovations, chaque mois, il y a une révolution. Et notre enjeu à nous, c'est d'utiliser en fait toutes ces technologies qui sont disponibles, mais c'est faire en sorte de les intégrer, de les agréger, de les mettre à disposition de nos clients de manière simple et efficace. Donc là, on va retrouver nos trois enjeux. Le premier, c'est agréger et intégrer ces solutions technologiques existantes et futures au jour le jour. Le deuxième enjeu, c'est les intégrer à Sage X3 et par ailleurs Salesforce. Et notre troisième enjeu, c'est d'être très concret, d'avoir des solutions simples à déployer et durables. Et tout ça, ça se traduit avec nos fameux modules qui vont être l'objet de la présentation qui va être brillante. Faites attention, un petit coup de pression à Guillaume. C'est nos trois modules dont nous sommes vraiment fiers. Module prédictif, module détection d'anomalies et module d'automatisation. Et tout ça, ça va venir s'intégrer complètement de manière naturelle dans Sage X3. Alors, dans tout ce qu'on va vous présenter, il y a un modèle qui est unique. L'ensemble des solutions, les modules, les trois modules dont on parle, fonctionnent tous de la même manière. À gauche, on retrouve les données, quelles que soient les sources de données, que ce soit des applications, des données internes, des données externes, on les agrège, on les interconnecte à ce qu'on appelle le conteneur Flowline. Et le conteneur Flowline, c'est ça notre module. Il est constitué à l'intérieur de tout ça d'un ensemble d'API, d'outils,
d'embarquer un ensemble de modèles mathématiques, ce qu'on appelle l'IA. Il est constitué d'hyperparamètres métiers, de logique métier, de moteurs graphiques, et tout ça, ça nous permet en fait de fournir un package complet qu'on appelle le conteneur. Et ce conteneur, la magie de l'histoire, c'est qu'il est autonome, ce qui fait qu'il peut fonctionner dans notre cloud, mais il peut fonctionner dans votre cloud, ou il peut aussi fonctionner on-premise. Parce que tout ça, c'est fait de manière complètement embarquée et c'est complètement sécurisé. Donc voilà l'approche des solutions Flowline et la façon dont on a travaillé en fait notre gestion modulaire avec la prédiction, l'anomalie et l'automatisation. Alors, on va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet et commencer par une démonstration, une présentation de nos modules de prédiction. Avant de te passer la main, Guillaume, oui, j'insiste sur un point qui est essentiel. On parle de modules. En fait, on a volontairement voulu travailler par thématique. Donc là, on va rentrer sur la thématique des prédictions. Guillaume va vous parler d'un premier cas d'usage, mais derrière cette thématique de prédiction, il pourrait y avoir 1000 cas d'usage possibles. Et ce qui est important, c'est que ce module-là, il est générique, il est capable de s'attaquer finalement à l'ensemble des problématiques. On va juste faire un peu d'adaptation en fonction des contextes du client. Écoute Guillaume, moi je vais arrêter de partager mon écran. Je te propose de prendre la main et de partager ton écran. Et voilà. Voilà, il y a un petit moment de latence, mais ça va aller. Alors, bon, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Merci Sébastien pour cette introduction et pour cette précision. Alors, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui? J'ai 20 ans, je suis bien sûr directeur technique d'Ataïa, mais au-delà de ça, j'ai 20 ans d'expérience dans le monde des ERP. J'ai travaillé 4 ans sur des sujets de production extrêmement sophistiqués à une époque où je n'avais pas FlowPrep, je n'avais pas le module, le conteneur dont vous a parlé Sébastien. Et j'aurais pu révolutionner le monde si je l'avais eu. Voilà, ça se résume comme ça. Donc, dans le module de prédiction, il faut comprendre qu'on a mis, c'est quoi la prédiction? C'est apprendre de vos données pour prédire. C'est tout simple. Voilà. Donc, c'est un conteneur qui va se connecter à CEDIX3. Alors, je vais avancer, mais c'est apprendre de vos données pour prédire. Le pain point dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et c'est pour ça que Sébastien vous a mis en garde, parce qu'il y en a d'autres. Effectivement, FlowPrev s'adresse à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, mais la prévisionnelle des ventes, c'est ce qu'on appelle la reine des prédictions. Pourquoi? Parce que quand on améliore les prédictions chez un client, on lui apporte un avantage compétitif considérable. Voilà, c'est tout. Ça se résume à ça. Alors, la prédiction, bien sûr, c'est une meilleure prévision de vente des meilleurs appros, de meilleurs stocks, évidemment, un meilleur plan de production et, in fine, une meilleure trésorerie. Mais notre objectif ensemble avec ce module, c'est de s'approcher le plus proche possible de la réalité pour vous permettre en fait de gagner davantage d'argent. Ça se résume ainsi. Alors, on va partir de ça et je vais vous raconter quelque chose qui est mon histoire, qui est une souffrance que j'ai vécue il y a quelques années. Dans les fruits et légumes, on jette. Voilà, c'est les produits frais, on les jette si on a trop acheté et si on n'a pas acheté, les clients ne reviennent pas. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et donc, ça a été un des premiers problèmes qui m'a occupé presque 4 ans. Voilà. Et j'ai commencé par la banane parce qu'elle est vendue toute l'année. Donc, spontanément, je me suis dit, tiens, je vais commencer par analyser ça. Donc, j'ai analysé la banane. J'ai pris l'historique, j'ai pris absolument tout. Et comme on l'aurait fait dans n'importe quelle société, j'ai commencé à prendre des variables externes. Je vous fais court. En fait, la banane est très peu sensible aux variables externes, ni l'ensoleillement, ni la température. Elle dépend des enfants. Donc, le mercredi, ils en mangent un peu plus. Le week-end, etc. Les sportifs. Donc, les mois de l'année où les sportifs sortent davantage, ils mangent un peu plus de bananes. Voilà. Je fais la banane. J'étais assez satisfait. Ananas. L'ananas, c'est l'ensoleillement. Il y a un bel ensoleillement, il fait 7 degrés, les gens mangent de l'ananas en terrasse.
Très bien. Donc ça, vous imaginez le temps hein, pour éliminer ce qui va pas, etc. Et après, je tombe sur la fraise, les premières chaleurs, etc. Bon, on a abandonné. On a fait un tableau Excel immense qui contient plein d'informations et on donne ça à l'approvisionneur en espérant qu'il fasse bien. Voilà. Ça, c'est du concret. C'est ce qui se passe chez la plupart des entreprises. Et c'est ce à quoi on s'attaque à travers du module FlowPrev. Et donc, ça, c'est le point fondamental. On s'appuie sur une bibliothèque de données externes. C'est-à-dire que pas de données externes, pas de FlowPrev. D'une certaine manière, en fait, il fonctionne, bien sûr, mais du coup, il ne fera pas mieux que les méthodes habituelles. En fait, toute sa puissance, c'est qu'on a, et ça, c'est ce qu'on a développé chez FlowPrev au-dessus des algorithmes, c'est qu'on balaye les données externes et on vous donne par article ou par catégorie d'articles, selon comment vous travaillez, les meilleures données externes. Voilà, c'est ça le fond du truc. Alors, il y a les vacances scolaires, la température, la météo. Bien sûr qu'il y a des problématiques. La météo, elle est précise à 14 jours. Et ben, au-delà, on prend le mieux qu'on peut trouver chez Météo France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les données externes, c'est un élément fondamental. Les algorithmes puissants, mais tout le monde pourrait le dire parce qu'on prend les meilleurs sur le marché. On utilise beaucoup d'AutoML. Et des résultats, bien sûr, directement intégrés à Salesforce. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que FlowPrev, on le branche, il s'entraîne et il renvoie les données dans SageX3. Voilà, c'est ça le truc. Et après, une fois que vous avez ces données, bah, vous pouvez les utiliser comme vous voulez grâce à la personnalisation avancée que permet SageX3, tout simplement. Vous voulez des écrans quelque part, vous pouvez, enfin voilà. Si j'avais eu ce module, j'aurais révolutionné le marché dans les fruits et légumes. Voilà, mais je l'ai maintenant, donc je peux vous le proposer. Voilà, donc le principe de fonctionnement, je vous l'ai expliqué. Donc, les données externes, ça, c'est vraiment un point fondamental. Il y a des équipes qui ont travaillé sur ce sujet, presque une dizaine de personnes, hein, pour référencer des bibliothèques, faire du scrapping pour rapatrier les données et pour projeter une projection la mieux possible. Je veux dire, quand on prédit, par exemple, l'aluminium sur une longue période, bah, on a fait un consensus, on a pris une source d'information et on la sélectionne. Voilà. Ça améliore notre prévision. Elle est de plus en plus bonne. Plus on s'approche, en fait, plus on est court dans le délai. C'est déjà ça. Et si c'est vraiment fondamental chez vous, eh ben, on va payer pour une API plus puissante ou pour des conseillers financiers qui vont améliorer ces données externes. Mais enfin, c'est un élément fondamental. FlowPrev traite ces données et les réinjecte tout simplement dans SageX3. C'est aussi simple que ça. Et après, une fois que c'est dans SageX3, bah, vous avez toute la puissance de l'ERP SageX3 qui permet de la personnalisation, d'ajouter des comportements comme on le souhaite. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup de la prédiction de vente, hein, de l'arène. Merci Sébastien de ce rappel, effectivement. Il ne faut pas que j'oublie, en fait, la prédiction des délais de livraison client. Ça, c'est une problématique qu'on a chez beaucoup de clients qui n'ont pas d'outils en capacité finie. Et donc, en fait, les personnes à l'ADV, quand un client passe une commande, elle donne un délai. C'est oui, je pense qu'à cette période, la prod sera chargée, etc. etc. Donc, en fait, FlowPrev fait une prédiction il modélise un peu l'entreprise, le temps qu'elle met à fabriquer les produits, et elle renvoie la prédiction en temps réel en fonction du nombre de commandes en portefeuille, etc. Donc, ça permet de donner un délai à un client si on n'a pas un système plus élaboré pour le faire. Délai de livraison fournisseur, donc ça, c'est une problématique assez importante. Bon, voilà, pour certains clients qui ont besoin de connaître si un fournisseur va déraper d'une semaine ou deux, nous, on donne une prévision pour dire, ah, cette commande, a priori, nous, on pense qu'elle va arriver à telle date. La prédiction des ventes au mois, à la semaine, bah, c'est une évidence, hein, c'est la granularité habituelle de travail. On peut descendre au jour dans le retail, mais on ne l'active pas par défaut parce que ce n'est pas forcément significatif dans beaucoup d'industries. La prédiction des retards de paiement client, bon, ça, c'est assez évident. Prédiction de rupture de stock. Je vais pas m'étendre davantage. Alors, je vais vous parler concret, d'accord? Je vais vous parler de premier client qui a acheté notre module et que je remercierai jamais assez de sa confiance il y a quelques mois. Donc, on est dans une ETI industrielle qui vend des biens de consommation, donc des produits d'hygiène et d'entretien. Qu'on soit clair, quand vous remettez souvent en question votre production, que vous réinventez un peu, eh ben, du coup, on n'a pas d'historique. Hein, donc, évidemment que là, c'est le forecast, il va falloir le saisir à la main. Alors, vous commencez à le saisir sous Excel, mais cette gestion, ça devient lourd, donc on gère un peu moins les autres articles. On se dit, bon, bah, ça roule, on va commencer à mettre les stocks de sécurité, des stocks tampons, ce que vous voulez, en se disant, bah, bon, j'espère que ça va tenir. Pendant ce temps, on se concentre sur ces nouveaux articles. Mais enfin,
c'est impossible à gérer. Alors après, il faut commencer à faire la production basée sur des prédictions qui sont sous Excel, qu'il faut ressaisir dans CX3. Enfin, vous avez compris. Hein. Et ça, c'est le cas réel. Hein. On pourrait penser à une solution d'APS, rajouter une brique à SedgeX3, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris FlowPrev, qui était extrêmement efficace pour les prévisions. On a rajouté un module open source qui est leader dans son domaine à FlowPrev. Et c'est cette combinaison des deux qui permet d'apporter une forte valeur ajoutée à ce client. Voilà. Donc, le avant, le après. Et là, je vais vous montrer en fait quelques écrans pour que vous compreniez à quoi ça ressemble, ce que ça permet. Et surtout, je vais vous montrer le résultat. Le résultat, je vais vous le montrer sous Excel. Hein, sous Excel. C'est un Excel fondamental qui est le résultat des prédictions par rapport à la réalité. Et c'est comme ça qu'on est évalué par les clients. Hein. Et vous allez voir les résultats qui sont complètement réels. Hein. Les données sont anonymisées, mais complètement réelles. Pour vous montrer les écrans, on est sur des sujets hyper confidentiels. Donc, je vais vous montrer des écrans sur un FlowPrev connecté en fait à la base SID, qui est une base de démo qui est installée chez tous les clients. Donc, elle a des données qui ne sont pas forcément intéressantes, mais elle me permettra de montrer les écrans sans enfreindre un problème de confidentialité. Alors, et ben voilà, tout simplement. Donc là, on est en train de regarder dans le cadre de la prédiction des ventes, le FlowPrev, en fait, tel qu'il restitue son analyse. Donc, il vous permet, au niveau de tous vos articles, sous la granularité que vous voulez, hein, donc articles, sous-catégories, catégories, classe ABC, ce que vous voulez, vous descendez, vous voyez les prédictions, et FlowPrev va en fait projeter vos ventes sur un an. C'est ça son objectif. Bien sûr, plus on s'approche du jour J, d'aujourd'hui, plus la prédiction est fiable et elle sera affinée hein, en avançant. Et donc, avec ce petit module APS qui a été rajouté, vous pouvez voir les prévisions et les modifier sur la granularité que vous voulez. Donc, par exemple, si je veux les pains, raisins, cannelle, modifier la prédiction de vente pour avril, je change ma valeur et elle va ensuite alimenter SedgeX3. Donc, j'ai les prévisions de FlowPrev, je peux les compléter ou je peux partir de zéro, faire mes prévisions. Et ce qui est intéressant, c'est que la saisie est assez ergonomique. En fait, vous pouvez saisir la granularité que vous voulez et vous pouvez saisir en fait pour l'ensemble des clients, pour un client particulier, pour un site donné, pour l'ensemble de vos sites et ensuite, ça se reventile. Voilà. Donc, ça, c'est la partie APS. La partie finalement SedgeX3, elle est assez simple. Hein, c'est que les prévisions, elles sont rechargées dans le programme dédié à cet effet par SedgeX3, qui s'appelle les prévisions de consommation, qui est bien fait, qui couvre pas, qui n'est pas forcément évident en ergonomie quand on a beaucoup de prévisions à gérer, mais enfin qui est extrêmement puissant. Et donc, toutes les prévisions ensuite sont complètement intégrées à SedgeX3. Si vous ne voulez pas passer par les prévisions, vous voulez intégrer ça sous forme d'OF prévisionnel ou de demande d'achat, c'est possible. Et on peut afficher ces prévisions dans n'importe quel module de SedgeX3, donc vous pouvez le faire, ou l'intégrateur, peu importe, puisque FlowPrev a un moteur graphique, Plotly, et donc on peut appeler pour dire, tiens, j'aimerais afficher les prévisions là, j'aimerais afficher la prédiction, tes données externes sur le cours de l'or à tel endroit, etc. etc. Voilà le principe qui est extrêmement simple, et ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, qu'on soit clair, c'est tout ce que je vais vous montrer, alors j'en viens à la fin, c'est les données réelles. Ça a été anonymisé. Donc, mettez-vous à la place de mon client, on vient, on dit qu'on est Flowline, qu'on a fait FlowPrev, on pense que c'est la meilleure solution. Vous voyez mon discours, je dis, moi, c'est le meilleur outil que j'ai pu voir dans toute ma carrière. Très bien, moi, démontrez-moi. Donc, en fait, il nous a donné une série de données sur lesquelles on a fait des prévisions. Et qu'est-ce qu'on revient? On revient avec des prévisions et une liste de variables d'influence sur ces articles. Donc, on ne connaît pas spécialement le métier. Donc, par exemple, les infections respiratoires, la diarrhée, la varicelle. Donc, je vous fais court, ce qui était fascinant, c'était la diarrhée. En fait, d'un coup, moi, je ne connaissais pas, je découvre qu'effectivement, en fonction des périodes de diarrhée, ça influe les commandes des hôpitaux et donc certains articles sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres.
Ça, c'est une information, c'est incroyable, au-delà même de la précision de la prédiction. Et donc, on avait les données clients, évidemment réelles, qu'on compare, et ça nous donne ce résultat. Enfin, voilà. Moi, quand je pense à tout ce que j'ai vécu, si j'avais pu avoir une précision moyenne de l'ordre de 85% et améliorer mes prédictions de 30%, c'est quand même un truc de dingue. Voilà, donc c'est ça les résultats de FlowPref, très concrètement. C'est comme ça qu'on nous évalue, c'est comme ça que quand on déploie la première fois, en fait, on crée un POC avec le client et qu'on évalue que le système est performant, et sinon on affine avec le client pour aller plus loin. Voilà. Alors, j'aimerais juste clôturer, je parle très peu de l'aspect mathématique parce que ça n'intéresse personne. On est d'accord, on est là pour faire du business, il faut être concret. Il faut quand même que j'en parle un tout petit peu et de manière très simple. Là, ce que vous voyez, c'est l'axe réel des ventes par rapport à l'axe des prévisions. Et donc, le but de FlowPrev, vous le comprenez bien, hein, c'est de mettre un point sur la ligne rouge, c'est-à-dire faire des prédictions les plus justes. Ce travail est fascinant et source d'information pour l'entreprise, ça lui donne un avantage dans tous les cas. Pourquoi? Parce que quand on travaille à réduire cet écart-là, ce n'est pas un problème mathématique souvent qu'il y a derrière, hein. C'est un problème de compréhension du business. Qu'est-ce qui influence le business qui permet de mieux le modéliser? Donc, en travaillant sur ces sujets, on donne souvent des insights, des informations aux clients, comme ces histoires d'hôpitaux, ça a donné lieu à plein d'idées de variables externes dont je ne peux pas parler, mais vous comprenez bien que ça amène des réflexions qui permettent de donner petit à petit un avantage compétitif. Et donc, l'autre sujet, c'est des fois, le modèle, il n'y arrive pas. Mais attendez, c'est une information hyper intéressante, en fait. Parce que si le modèle, il marchait jusque-là et que d'un coup, il ne marche plus, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être que la zone commerciale où vous vendez ces produits est en train de changer ou qu'il y a un retournement de marché, etc., etc. Voilà. Donc, au-delà même de l'outil qui fonctionne, qui a sa bibliothèque de données externes qu'on n'arrête pas d'enrichir, de cas d'usage qu'on enrichit à chaque fois qu'ils sont validés par un data scientist, évidemment, et par un client, vous avez un outil qui vous apporte de l'insight. Voilà. Donc ça, c'était FlowPref. J'espère que je l'ai bien présenté. Si vous doutez, c'est... Ouais, dis-moi. Guillaume, alors pour tout le monde, on a beaucoup de questions en fait qui sont posées au fur et à mesure dans le chat. Alors pour rassurer tout le monde, l'ensemble des questions seront abordées à la fin de notre présentation. Il y a énormément de données. Alors, si jamais on n'avait pas, on prend le temps qu'il faut, hein, si jamais ça déborde, parce que vu le nombre de questions, la quinzaine de minutes de questions-réponses peut déborder un petit peu. En tout cas, on se tient à votre disposition. On ne coupera pas à une heure précise. Là, on a encore 2 présentations. Le module, en fait, de détection des anomalies et le module, en fait, de GenAI qui vont aussi faire l'objet d'un certain nombre de questions, puis on les redéroulera juste à la fin pour tout le monde. Ok. Super. Bon, écoutez, voilà. Donc, merci infiniment de votre intérêt, en tout cas. Module de détection. Module de détection, donc là, tout à l'heure, vous avez compris, c'est apprendre des données de CGX3 pour prédire. Là, on est dans comprendre les données pour détecter des informations invisibles. D'accord? C'est d'autres technologies, c'est un autre sujet, mais voilà le problème. Je vais vous raconter, on va comprendre, hein, on va en parler de cette slide, mais je vais vous prendre deux cas très, très concrets. Sur Rungis, dans la viande, il y avait eu un changement de fournisseur. C'est un très grand donneur d'ordre. Hein. Et donc, on était content. Changement de fournisseur, on gagne de l'argent, le prix d'achat est plus faible, tout va bien. Et en fait, petit à petit, ce qui se passait, c'est qu'on jetait des portions de viande de plus en plus importantes. Et on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Et donc, du coup, en fait, il y a eu une dérive parce que finalement, le prix de revient augmentait. On n'a pas vu tout de suite, on n'a pas compris tout de suite, on ne s'y attendait pas. Hein. On baisse le prix d'achat, le prix de revient augmente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est pour ce type de problème, en fait, que FlowDetect s'attaque. C'est-à-dire, il prend les données et il en tire des informations invisibles. Voilà. L'exemple là qu'on prend, c'est une demande qu'on a beaucoup là chez les clients qui se mettent à l'e-commerce. Faut être clair, hein, donner l'information des produits fréquemment achetés ensemble. Hein. Vous voyez très bien sur Amazon de quoi je parle. Hein. Les autres personnes ayant consulté, excusez-moi, cet article
ont voulu acheter, et ça vous monte. Ça augmente en moyenne, on va dire, de 20% les ventes en ligne. C'est génial, c'est génial. Bah, faisons-le, ça tombe bien. En plus, je peux en parler, je l'ai fait. On prend toute la liste des commandes, on fait tous les couples d'articles, on les met dans un tableau Excel, on compte à chaque fois combien de fois c'est arrivé. Alors, on peut faire des macros, etc. Après, il faut mettre à jour les plateformes et ensuite, éventuellement, réintégrer ça dans Sage X3. Enfin, vous voyez un peu l'histoire. Bon, FlowDetect, il a tous ces algorithmes de machine learning, d'apprentissage non supervisé. Là, l'algorithme, c'est de l'a priori. Je suis désolé, Sébastien, je sais que je ne devais pas le dire, hein, mais voilà. Donc, FlowDetect, il a tous ces modules, tous ces algorithmes, excusez-moi. Et donc, selon les cas d'usage qu'on lui a implémentés, métier, il vous restitue l'information directement dans Sage X3. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Donc, vous avez compris, vous avez des outils externes, l'application centrale, fondamentale qu'on aime tous, Sage X3. Vous alimentez le conteneur Flowline FlowDetect tout simplement, il vous restitue tous les cas d'usage qui ont été prévus. Et si vous en avez de nouveaux, vous pouvez nous les soumettre et en fait, on les fait valider par un data scientist et on les réintègre. Voilà. On a une telle expertise en fait des données de Sage X3 que implémenter des nouveaux cas d'usage, c'est assez simple pour nous. Donc, j'ai pris comme exemple les anomalies de stock. L'idée, c'est d'être alerté quand on a une variation anormale de prix de revient, quand il y a un mouvement de stock qui sort de l'ordinaire, qui mériterait qu'on y prête attention. Et donc, finalement, que le système nous alerte quand un problème arrive, plutôt que ce soit à nous d'aller le chercher. C'est ça toute l'idée, en fait, de FlowDetect. Voilà à quoi ça ressemble. Il génère, en fait, lors de ses analyses, une liste de mouvements qui lui paraissent étranges. Tant qu'ils ne sont pas tagués, il va les remonter. Donc après, il faut les taguer pour lui dire, écoute, celui-là, c'est effectivement une anomalie ou pas. Ce mécanisme, il sera présenté lors d'un autre webinaire. Là, on se concentre en fait sur l'intérêt business de tout le module. Vous voyez que là, il a tagué un certain nombre de mouvements de stock et il regarde, par exemple, le délai, la variation de quantité. Et il vous donne un score. En fait, plus le score est faible, plus c'est un mouvement qui, pour lui, est anormal par rapport aux autres mouvements. Vous remarquerez aussi qu'il vous indique des raisons possibles. Et ça, c'est un point fondamental. Dans ce domaine de l'intelligence artificielle, elle est capable d'identifier des anomalies. En revanche, elle n'est pas capable de les expliquer. Alors, il tente quand même, et c'est ce que nous avons développé en interne, de vous donner ces informations. Et ça va être amélioré grâce à Florian, puisque Florian pourra interpréter et vous donner une information plus humaine. Mais en attendant, voilà comment ressortent les informations de FlowDetect. Autre usage hyper intéressant de FlowDetect, l'association, c'est-à-dire identifier les couples d'articles qui sont fréquemment vendus ensemble et qu'on vous conseille de recommander à vos vendeurs, télévendeurs ou sur un site internet. Alors, comment ça marche? Il analyse toutes les commandes, il regarde les couples, leur fréquence et il détermine si, pour lui, le couple est intéressant à proposer. Sur quoi il se base? C'est des algorithmes connus, extrêmement performants, qui vous donnent tout d'abord un indice de confiance, c'est-à-dire dans l'intégralité des transactions où on voit apparaître le premier article, ce qu'on appelle l'antécédent, on observe que l'article recommandé apparaît dans 71% des cas. Là, c'est extrêmement élevé. Ce sont les données de la base de démons, on ne les a pas touchées. Le levier, c'est une indication de la pertinence, on va dire, statistique. C'est-à-dire qu'un levier à 1, ça sous-entend que l'antécédent et le recommandé, donc le couple, est proche d'une distribution aléatoire. C'est-à-dire que oui, effectivement, de temps en temps, il est vendu avec, mais on ne peut pas distinguer si c'est vraiment une volonté, entre guillemets, du consommateur ou simplement l'aléatoire. Vous voyez, il l'a pris en même temps que l'autre. Donc, plus le levier est élevé, plus la force qui rassemble ces deux articles est élevée. Le support, ça vous donne une idée en fait de la probabilité, c'est-à-dire que sur l'ensemble des transactions, c'est arrivé dans 7% des cas. Dit autrement, FlowDetect, en fait, pour chaque article, va vous donner les articles les plus fréquemment vendus ensemble. Il appuie ça sur des calculs mathématiques, il vous donne les résultats, mais vous pouvez vous contenter de récupérer en fait cette liste et d'alimenter votre CRM ou toute autre analyse. Donc,
Là, FlowDetect, en fait, analyse les délais de paiement de tous vos clients. D'accord? Donc, il regarde l'intégralité de votre base article, de votre base client, l'intégralité des factures, les délais de règlement. Et il estime qu'on devrait classer vos clients en 5 catégories. Alors, on part de 0. Hein. Et il vous les affiche. Il vous dit, bah, écoute, moi, dans ta base, j'estime que tu as 40 clients qui achètent pour environ 150 000 € et qui payent à 2 jours près, donc qui payent plutôt bien. Alors, derrière l'exercice que je suis en train de faire, c'est un élément fondamental de FlowDetect. Il vous apporte plein d'informations. Néanmoins, il y a une petite part de travail en interne chez vous d'interprétation. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire ça, c'est la catégorie des clients moyens qui payent bien. Il ne sait pas le dire, ça. Il sait juste vous dire, moi, pour t'apporter le maximum d'informations, j'estime que quand tu regardes tes règlements clients, c'est comme ça que tu devrais regarder ta base. Après, vous avez des paramètres pour forcer ce regroupement. Voilà, donc on voit qu'il y a 10 clients qui payent, ils achètent un peu moins. Par contre, ils payent à 30 jours en retard. D'accord. On a 2 clients, ça doit être les clients VIP, qui achètent pour 8 millions d'euros. C'est quand même fou de se dire que cet algorithme qui ne connaît rien du tout à notre activité, là, comme ça, il est en train de cartographier, en fait, notre entreprise. Derrière, c'est quoi ce genre de regroupement? Parce que ça, je l'ai beaucoup vécu, en fait, dans 2 domaines. Les retards de paiement pour spécifier les règles de relance. Avoir des règles de relance spécifiques, par exemple, là, les petits clients qui payent à 211 jours, en général, qui sont tous en retard, avoir des stratégies, en fait, différentes selon ces catégories de clients. On l'a aussi pour regrouper, par donner des efforts commerciaux. Le regroupement pour les campagnes de promotion. Bon, donc détection, on vient d'en parler, donc c'est tout un tas de cas d'usage métiers et d'algorithmes puissants pour vous apporter de l'information directement dans CGX3, l'utilisation de cette information dans votre BI, dans ce que vous voulez. Vous pouvez l'afficher grâce à notre module et vous pouvez personnaliser CGX3 pour qu'elle influence votre business, qu'elle déclenche des événements, qu'elle fasse un certain nombre de choses. Maintenant, on va parler GenAI et automatisation. Donc là, on est plutôt dans tout ce qui est l'IA générative, comme son nom l'indique. Et l'automatisation, on s'attaque à un point extrêmement simple. C'est les 40 à 70% des flux administratifs standards automatisables. Et on le voit, je veux dire, quand on vient chez vous, qu'on discute, qu'on est en train d'étudier une stratégie de changement avec vos équipes, etc., l'ADV, elle est sous l'eau parce qu'on est proche de la fin de mois et qu'elle doit faire toutes les extractions de la compta. Donc, l'automatisation, par exemple, des rapports hebdo, mensuels, etc., c'est un sujet aujourd'hui qui est clé parce qu'en donnant de l'oxygène à ces équipes, on peut travailler sur des sujets à forte valeur ajoutée. C'est ce type de sujet. L'automatisation, on ne va pas réinventer le sujet. Il y a une plateforme, des plateformes comme Notion, il y a tout un tas d'outils, Zapier, il y a Redmine, etc., etc. Donc, on ne va pas le réinventer. On va le prendre un peu différemment, en fait. C'est ça, notre module Florian. C'est de prendre ce sujet un peu différemment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un conteneur dans lequel on a mis, en fait, le meilleur projet open source d'automatisation. On propose aussi de mettre un modèle éventuellement sur mesure. On appelle ça un modèle distillé. C'est un modèle plus simple, mais qui va être très efficace pour une tâche précise. Et on utilise, en fait, grâce à ce module, on fait une boucle d'automatisation qu'on développe ensemble et qui inclut, par exemple, vos collaborateurs, qui peut dialoguer sur Teams, qui peut lire des fichiers, qui peut déclencher une impression, qui peut appeler une application externe, etc., etc. Et la force, en fait, de Florian, c'est qu'elle a, en fait, 350 connecteurs ou 1000, je ne sais pas exactement, connecteurs qui ont été développés en 10 ans d'activité de Flowline, qu'on met à disposition directement, en fait, dans l'outil, tout simplement. Donc, pour faire des automatisations, vous pouvez le faire, ça, il n'y a pas de souci, il y a déjà des outils. Mais avec nous, en plus, vous avez, en fait, tous ces connecteurs et vous avez aussi un accès sécurisé à la base de données CGX3. Donc, au centre de tout, il y a notre petit conteneur. Les outils internes, on en a parlé, CGX3. Les collaborateurs, cette fois, les collaborateurs sont des outils, puisqu'on dialogue avec eux là, pour valider, pour échanger, pour leur apporter de l'information.
Et outils externes, ce qui est fondamental, en fait, c'est ça tout l'intérêt. C'est de faire un workflow qui dépasse Sedgix3, qui va au-delà, qui touche les autres outils et qui automatise une tâche complète, de bout en bout. Et évidemment, on peut utiliser des outils externes. Alors, j'ai mis Sage Copilot. Qu'on soit clair, on veut avoir un positionnement extrêmement clair avec Sage Copilot. C'est un outil incroyable. Nous avons eu des démos, on a des accords de confidentialité, donc voilà. Ce qu'on cherche à faire avec Sage, c'est justement d'être en harmonie avec Sage Copilot, peut-être même faire pas de la gouvernance, mais une sorte de synchronisation. C'est des sujets sur lesquels on travaille, mais voilà. Nous, on a un positionnement extrêmement clair là-dessus. C'est de vous apporter l'automatisation et d'utiliser le meilleur de l'IA générative. Alors, je vais vous montrer un flux d'automatisation qui part d'un cas réel. Donc, le service marketing, en fait, qui ramène sans arrêt des prospects, etc., etc. Et en fait, il faut les contrôler, il faut vérifier dans la base de données Sedgix3 qu'il n'y a pas de doublon. Et s'il y a un doublon, il faut demander à un utilisateur, qu'est-ce que tu en penses? On crée pas, c'est bien un doublon, etc. Il faut enrichir les données avant même qu'elles entrent. Parce que pour créer, il faut rentrer les données déjà avec le SIRET, etc., etc. Donc, on veut automatiser ce flux. Oups là, pardon. Si je commence à prendre les parties de Sébastien. Donc, l'outil d'automatisation, voilà à quoi ça ressemble. C'est N8N, c'est l'outil qu'on a choisi. Et en fait, vous réfléchissez automatisation, donc un début, une fin, et vous posez des briques les unes après les autres. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai un fichier Excel qui est toujours déposé à cet endroit-là, donc il accède à SharePoint, il va récupérer les clients à créer. Pour chacun des clients, et c'est là où arrive un premier point, pour chacun des clients, il va regarder s'il n'y a pas un doublon. Et donc, il faut regarder dans Sedgix3, et c'est ce qu'apporte Florian, en fait. Florian, elle apporte des extraits extrêmement structurés de la base de données Sedgix3 en temps réel et de façon sécurisée. Et donc, elle permet de faire une sorte de pont avec l'automatisation pour apporter des données sans jamais compromettre quoi que ce soit au niveau sécurité. Et elle permet, en fait, en structurant ces données, de faire de l'IA générative d'une façon plus élaborée. Donc, elle récupère les clients, il compare. Alors, comment on compare? Comment on compare, en fait? Parce qu'OK, on fait une recherche par similarité, c'est le terme. On compare les clients. Et on se dit, ouais, mais OK, il y a une similarité très forte. Mais qui décide à la fin? Et qui décide à la fin, c'est un humain. Voilà, c'est très simple. Une personne à la DB. Donc là, il y a une IA qui tourne. Donc, on a pris donc Mistral, nous, et qui regarde, en fait, les deux clients et on lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit demander à l'utilisateur de valider ou c'est vraiment absurde? C'est évident que c'est un doublon. Alors, IA dit, je ne sais pas, demande à l'utilisateur. Donc, ça part à l'utilisateur et ça part dans Teams. Donc, quand ça fonctionne, voilà, donc là, ça tourne, ça lit. Donc là, il n'y a aucun doute, il faut créer un client. Donc là, Guillaume, tu as lancé le processus. Voilà. Okay. Ça tourne automatiquement, là. C'est ça, c'est en train de tourner. Ça vient de se créer dans Sedgix3 et ça m'avertit dans Teams. Alors, c'est vrai qu'on ne le crée pas forcément. Ça m'avertit dans Teams, 11h46, que le client a été créé. Voilà, 3 bases d'aménagement. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'éventuellement, il tombe sur un doublon et que là, du coup, il me demande. Voilà, donc là, on y arrive. Forcément, j'ai un peu arrangé le jeu de démo quand même. Voilà, et donc, c'est un message qu'on a créé. Veuillez valider la création du prospect suivant. Et il me demande si je veux le faire, oui ou non. Donc, je peux refuser ou accepter. Et ensuite, une fois qu'elle a reçu ma réponse, donc oui, c'est vrai qu'elle attend, elle attend le retour utilisateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant dans notre conteneur? C'est que on a beaucoup de clients, en fait, on a une partie des clients avec des contraintes de sécurité extrêmement fortes. Et donc, on doit pouvoir proposer du GenAI et de l'automatisation chez eux sans aucun accès extérieur. Et en fait, Florian, comme elle a tous ses composants, elle permet de faire ça. Qu'on soit clair, quand on fait ça, on a un Mistral léger, allégé, on appelle ça distillé. C'est arrêté, j'ai dû faire une bêtise. On a un Mistral qui est allégé. Et donc, pour le faire tourner, c'est un serveur selon le nombre d'utilisateurs qui peut valoir, mettons, 6 000 €. Voilà, un ordre d'idée.
Voilà de quoi on parle. Mais enfin, en tout cas, vous avez une petite AI chez vous. Voilà. C'était le sujet. Je répondrai bien sûr à vos questions. J'espère avoir été clair et je m'excuse pour ce contretemps lors de la démonstration. Avant de donner la main à Sébastien, si tu permets une seconde. Je permets. Je permets une seconde. Toutes ces solutions, on les a réussies, bien sûr par la passion, parce que vous nous avez appris, nos échanges, tout ça, et aussi parce qu'on a monté une data platform. Voilà. Je ne pourrais pas alimenter les modèles, récupérer les données externes et diffuser à tous les clients si je n'avais pas notre data platform. Voilà. J'en dis pas plus. Tu veux que je prenne la main sur la data platform, Guillaume? Eh ben, je trouve que ton discours est très... Bah, tu me mets juste la slide. Ouais, on fait simple sur la data platform, mais je pense que Guillaume, tu as bien mis le doigt sur l'essentiel. Et la data dans tout ça, en fait, la problématique principale quand on veut faire tourner des modèles d'IA et les rendre efficaces, mais vraiment très efficaces, c'est d'aller chercher la bonne source d'information, les bonnes sources d'information, de les structurer, de les organiser et les mettre en forme pour que les outils d'IA tels qu'ils fonctionnent nativement et naturellement soient efficaces et qu'on ne perde pas de temps à exploiter la donnée efficacement. Bon, on appelle ça historiquement un lac de données, un data lake. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont assez magiques et qui sont assez simples à mettre en œuvre quand on les a industrialisées, qui sont des technologies à base de Microsoft Fabric ou de Data Fabrics. Ça permet d'unifier les données, ça permet d'avoir des stockages ultra économiques, ça permet de se préparer et surtout derrière nous, ça nous permet de les rendre interopérables avec l'ensemble des applications. On a fait un gros focus du fait de notre historique sur Sagix3 et évidemment, en fait, on l'a sur Salesforce, mais c'est multi-sources de données. C'est important, en fait, d'aller chercher l'information au bon endroit et de savoir, en fait, comment on va pouvoir utiliser la bonne source d'information pour rendre nos modèles les plus pertinents possibles. Ce qu'a expliqué Guillaume tout à l'heure par rapport au premier module qui s'appelle FlowPrev, on a pris un exemple très concret chez un client en fait qui est dans le domaine des life science et qui lui était connecté à des données externes sur les épidémies, ce genre de choses. Mais si demain vous êtes dans le domaine de l'aluminium, si vous êtes dans le domaine de l'or, si vous êtes dans n'importe quel autre domaine, les sources de données auxquelles on va se connecter sont totalement différentes. Ça permet de répondre à une des questions, en fait, c'est est-ce qu'on peut se connecter à d'autres sources de données que celles qui ont été présentées là? Évidemment que oui, puisque évidemment que la pertinence des modèles dépend de la source des données et la source des données dépend de chacun des clients. Et la connexion à l'ensemble des sources de données, elle dépend que d'une seule chose, c'est l'ouverture de la source de données à laquelle on va se connecter. On a de plus en plus aujourd'hui d'informations qui sont transmises en open data, transmises et fournies par le gouvernement. On a des fournisseurs, des partenaires, enfin tout un tas de gens qui mettent à disposition leurs sources de données, soit directement avec des API, soit par des attaques classiques ou des exports. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, les récupérer, ces données, et après, on les incorpore. Et c'est ça qui fait la magie de l'histoire. Donc à la fin, nous, quand on regarde bien, en fait, on a vraiment voulu standardiser le plus possible. Mets-moi la slide d'après, Guillaume, s'il te plaît. On a voulu vraiment standardiser le plus possible. On a la chance aujourd'hui d'avoir développé une suite d'outils qui est vraiment une suite d'outils très industrielle et qui va s'industrialiser énormément dans les mois et les années à venir de manière très, 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 très forte, qui a un axe de développement et de valorisation de la donnée qui est énorme. On se rend compte aujourd'hui, et l'accroche, le monde a changé plus vite que prévu et il change encore plus vite que prévu, c'est une réalité. Nous, en face de ça, en tant que société de service, notre enjeu, c'est de mettre à disposition des outils qui soient faciles à déployer, rapides, agiles, qui permettent vraiment de répondre à des questions concrètes immédiatement. Je réponds à une autre des questions, c'est en gros, est-ce que tout ça s'est fait de manière transparente ou est-ce qu'on fonctionne en mode boîte noire
ou en mode boîte blanche. Alors, notre philosophie avec Guillaume, c'est totale transparence. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut être complètement ouvert, transparent, limpide, fluide. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait en fait la magie de ce type d'approche. Quand on intègre, alors Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, on pourra rentrer, pour ceux qui le souhaitent, dans le détail du fonctionnement, mais on utilise beaucoup d'auto-ML. C'est quoi l'auto-ML? L'auto-machine learning. Quand on adresse un pain point, une problématique, la première des questions, c'est mathématiquement, elle répond à quelle catégorie de typologie mathématique, on va dire, parce que c'est beaucoup de maths derrière. Et quand on va chercher en fait des anomalies, ou quand on va chercher du prédictif, ou quand on va chercher en fait de la vibration, on va pas utiliser les mêmes modèles mathématiques. D'accord. Donc ça, en fait, donc ce qui est très important, en fait, c'est de bien comprendre ce qu'on va aller chercher, comment ça fonctionne, et de ça va dépendre. Les données externes vont dépendre en fait de la façon dont on va agréger les informations, et tout ça on l'explique avec les clients. On l'explique parce que dans un premier temps, l'outil mathématique, ça se trouve, va avoir une pertinence à 50%, puis après 55%, et de la transparence avec le client, le travail et on va dire l'affinage conjoint avec l'expertise métier côté client, plus l'expertise data science et data engineer de notre côté, et on va avoir un affinage qui fait qu'on va passer de 50 à 60 et peut-être 90% d'optimisation du modèle. C'est ça, en fait, tout l'intérêt. Et si on fonctionnait en mode boîte noire, c'est pas magique. L'IA n'est pas magique. Laura, est-ce qu'on peut, alors, parce qu'on arrive à la fin de notre présentation et globalement presque dans un timing presque parfait, on va dire. Est-ce que Guillaume, on peut passer à la suite et aux questions? Alors déjà, merci. Ah, c'est horrible. Déjà, merci en tout cas à tout le monde de votre attention. On a presque perdu personne en route, donc c'est déjà pas mal. Alors, il y a plein de questions. Alors, la première question, c'est quid de la protection des données? Vous imaginez bien que la protection des données, c'est central et que la transparence, on revient sur et la transparence est vraiment centrale. On va se coller systématiquement à la politique de sécurité du système d'information du client, et en fonction de la politique de sécurité du client, on le fera soit dans notre cloud, soit dans le cloud du client, soit on-premise, et c'est tout l'intérêt en fait d'être capable de se coller à la politique sécuritaire du client. Évidemment, tout ça c'est cloisonné, et nous à un moment donné, on n'accède pas forcément. Évidemment, on accède aux données. Évidemment, on a une charte et on a toute la logique RGPD qui va derrière. Ça, je passe dessus. Mais derrière, on va surtout travailler dans le contexte sécuritaire du client. Ouais. Est-ce que tu permets que j'intervienne là sur cette question aussi? Bien sûr. Je vais en parler de manière plus concrète. J'espère que ça répondra à votre question de manière plus claire. On n'a pas inventé un modèle qu'on peut installer chez tous les clients et qui devine en fait les ventes, pas du tout. On a inventé une structure qui, à partir des modèles open source du marché, va chez vous avec vos données trouver la meilleure solution, le meilleur modèle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Ce que je veux dire, c'est que ce travail, il est fait chez vous. À aucun moment, on récupère les modèles qui sont chez vous, pas du tout. Vous voulez les récupérer, vous les récupérez. On peut le faire de manière complètement isolée d'Internet, auquel cas, ce sera à vous de charger les données externes. Il y a un mail automatique avec les données externes, donc tout est prévu. Voilà, donc nous, de toute façon, on ne veut pas, entre guillemets, de vos données, c'est votre propriété. On a respecté une structure qu'on a fait certifier, donc on a des landing zones sur Azure quand vous êtes hébergé chez nous. Si vous êtes hébergé dans le cloud, c'est votre souci. Et si vous êtes hébergé on-premise, c'est encore aussi votre souci. Donc, on est très, très, très transparent et entre guillemets, on ne veut pas de vos données si vous ne nous sollicitez pas dessus. Voilà. Autre question, est-ce que les bibliothèques de données externes et les algorithmes puissants sont listés et décrits de manière détaillée pour les clients qui feraient l'acquisition de Flowprev? Oui. D'ailleurs, on l'a présenté tout à l'heure. Vous avez
vu dans les schémas de fonctionnement, on explique sur quoi on s'appuie systématiquement. Donc oui, tout ça c'est transparent et c'est documenté en plus. Voilà. J'ajouterais simplement, le modèle, vous pouvez le récupérer au format Pickle, si vous le voulez, donc c'est le format standard des modèles. On vous dit lequel a été sélectionné. Parfois, vous pourriez même vous dire, ah ouais, moi je pense que je pourrais utiliser celui-là. Vous pouvez forcer en fait et dire, moi, voilà mes hyperparamètres et voilà le modèle que je veux utiliser. Nous, on vous met le classique, XGBoost, je ne vais pas tous les lister, mais 4Boost, on l'utilise beaucoup parce que pour les clients qui ont beaucoup d'éléments en fait informatifs en catégorie. Il est extrêmement performant, etc. ML Extend pour l'a priori. Je ne vais pas tous les lister. L'AutoML, parfois, on ne l'utilise pas. On utilise H2O pour l'AutoML ou pour les clients hébergés, on utilise la plateforme. Enfin voilà, on est très transparent. On n'a pas prétention. Ces modèles sont puissants, mais ce n'est pas nous qui les avons rendus puissants. Ils sont puissants par nature, en fait. Et on les récupère. Et on vous les met, on vous dit ce qu'on fait. On est très transparent. Ça permet d'aborder une autre question, c'est qui a la responsabilité de la donnée et qui assure la responsabilité. Il faut bien comprendre que nous, on met à disposition des outils de prédiction, des outils de détection d'anomalies qui sont des facilitateurs, qui sont des outils qui permettent d'identifier des informations qu'on n'aurait pas identifiées avant sans ces outils. Mais à la fin, c'est toujours l'utilisateur, le client, l'humain qui est responsable de ce qui fait de ce conseil et ce qui fait de la préconisation en fait de l'outil. Nous, on est juste là pour mettre en avant de manière mathématique des informations qui ressortent et qui devraient ressortir et qui sont pas capables de ressortir de manière aussi simple et efficace si on ne l'avait pas. Donc la responsabilité de la donnée, comme dans l'utilisation de n'importe quel outil et de l'ERP, elle reste côté utilisateur et côté client. Est-ce que tu permets que je balaye les questions techniques, si ça ne te dérange pas? Bien sûr. Comme ça, voilà. Bien sûr. Et il vaut mieux que ça soit toi, d'ailleurs. Vos 405 sont des prêts de données à quel horizon? On était à 8 semaines, on faisait des prévisions à 8 semaines, et alors je ne me souviens plus le mois, je sais plus, c'était peut-être septembre, octobre au départ, et puis après on a changé de mois parce que la cliente m'a dit d'utiliser 2 autres mois, je n'ai plus. Enfin, en tout cas, c'était à 8 semaines. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Je pense que la question, en même temps, la personne ne va pas te répondre, mais c'est la difficulté d'avoir autant de gens. Mais en fait, est-ce que les données du passé étaient limitées à 8 semaines ou est-ce que tu t'appuyais sur une base avec des données beaucoup plus conséquentes? C'est plutôt ça. Oui, d'accord. Avec des preuves données. Alors, on demande deux. C'est une règle empirique, par expérience. On demande à 2 années, on va dire, pour prédire une année. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Si on peut avoir plus, c'est mieux. Après, des fois, on arrive à tomber dans les années Covid. Bref. Donc voilà, c'est un peu un ordre d'idée. Est-ce qu'on a la possibilité de choisir les sources? Je vais vite parce que là, oui, vas-y. Qui vont nous laisser au fur et à mesure. Est-ce qu'on a la possibilité de choisir les sources de données? Oui, après, il y a des API payantes, et auquel cas, ce sera à vous de souscrire, si on estime que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser chez tous les clients. OK. Traçabilité des sources utilisées dans les bibliothèques externes, est-ce que ça met à jour directement les tables dans X3? Non, c'est de nouvelles tables. Ce sont de nouvelles tables qui sont créées. Et pour alimenter les tables standard X3, on passe par le langage de X3 pour lui dire va alimenter telle table de telle façon, etc. Mais à la base, on alimente de nouvelles tables complètement neutres avant de basculer dans X3. Et ça, est-ce que ça donne une traçabilité? Oui, alors par la nature même, je dirais, de X3, et on sauvegarde les prévisions pour maintenir ce souvenir en fait de comment elles ont varié dans le temps et comment la précision s'est améliorée au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date en fait. Voilà. Est-ce que toutes ces données restent-elles sur les serveurs ou sont-elles sorties pour analyse? Alors, remarquez, il y a un cas intéressant. Alors, jamais, encore une fois, j'insiste, mais de toute façon, on ne veut pas récupérer les données de tous nos clients et finir en prison. Donc, non, on ne récupère pas. Il n'y a qu'un cas, en tout cas, on a un client qui a une quantité de données qui dépasse l'entendement et dans un accord extrêmement précis, il y a un transfert de données qui se fait avec nous et on lui loue de la puissance de calcul temporaire. D'accord ? Donc, ces données viennent,
on fait des prévisions. Je vous parle de quelque chose d'énorme qui est lié à la SNCF. Et ça repart. Hormis ce cas-là, je n'ai pas de connaissances, mais ça peut arriver. Voilà. Pour de la location de puissance, on peut peut-être récupérer vos données, faire quelque chose et les renvoyer. Quel est le coût de ces modules IA globalement en fonction, je prends le sujet du coup, en fonction de la localisation, est-ce que c'est sur notre cloud, votre cloud, on-premise, c'est globalement entre 500 et 1500 euros par mois, grosso modo. Le leader open source utilisé pour le forecast, c'est Freeple. Vous pouvez regarder leur projet qui est très, 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 très bien. Il est leader sur Odoo, par exemple. Il me semble. Voilà. FlowPrev permet-il, à l'instar du module Super Best Fit de l'éditeur Colibri, de switcher entre plusieurs algorithmes? Alors, je vous avouerai, je ne connais pas le Super Best Fit. Je connais Colibri, bien sûr. Switcher, oui. Voilà. Après, attention sur les comparaisons avec d'autres outils. Donc, nous, on est nouveau sur le marché. On est dédié 7 GX3. Voilà. Colibri, c'est un bel acteur avec des gens extrêmement brillants. Je connais notamment une des personnes. Voilà. Donc, Colibri a un positionnement, on a le nôtre. Voilà, c'est deux choses bien différentes. Alors, j'ai une autre question parce qu'il y a eu des questions complémentaires qui ont été posées. Est-il envisageable, en utilisant Florian, de répondre au cas d'usage suivant, mettre en évidence les différences entre notre base article et un catalogue en ligne d'articles fournisseurs qui évolue au fil de l'eau, entre parenthèses, références, spécifications techniques qui changent? Super cas d'usage. C'est un super cas d'usage. C'est un super cas d'usage. Qui me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les joies au problème des rapprochements comptables sur lesquels on travaille actuellement, parce qu'il faut regarder les libellés, etc. En tout cas, je serais très intéressé de faire un POC là-dessus. Voilà. Effectivement, moi aussi, je sens comme ça à blanc qu'il y a quelque chose qu'il faut étudier. Florian pourrait le faire. Ce serait peut-être coûteux en mode on-premise pur. Je sais pas si le modèle, peut-être avec Gemini, enfin des modèles récents qui ont un peu de raisonnement, en local, ça pourrait fonctionner, mais avec un modèle Mistral en ligne, etc., je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, c'est cette question qui a été posée, c'est exactement la raison pour laquelle Florian, FlowDetect et FlowPrev existent. C'est parce qu'il y a un pain point et un cas d'usage métier qu'on est capable de dire, OK, première question, c'est est-ce que ça peut ou pas répondre? Si la réponse est non, pour X raisons, on expliquera pourquoi non. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de cas où on n'a pas été capable de traiter. Et il y a une question qui n'a pas été posée, mais en fait, dans ces cas-là, comment on fonctionne? C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Et deux, on travaille sur une modélisation en mode POC pour vérifier la faisabilité et voir si les modèles actuels et la façon dont ça fonctionne aujourd'hui sont bien appropriés au fonctionnement et aux réponses qui sont attendues par rapport à la problématique métier. Et si globalement on commence à avoir des résultats supérieurs à 50% avec les modèles qui sont restitués, enfin, qui sont utilisés, globalement on est capable d'aller plus loin parce qu'on n'est plus qu'à une question d'affinage et d'optimisation. Et là, on sait qu'on va être sur la bonne trajectoire. C'est ça. Et ça, de manière très simple. Je rebondis là sur la question. Tout cela nous promet des prévisions cohérentes et fiables. La promesse, alors j'y suis peut-être allé fort. C'est le mieux qu'on arrive à faire, le mieux qu'on arrive à faire avec les meilleurs outils mathématiques du monde. Voilà. Vous êtes responsable de l'utilisation des prévisions. Malheureusement, j'aimerais vous prendre cette responsabilité, je ne peux pas. Donc, si vous estimez que c'est pas fiable, que vous n'avez pas confiance, c'est sûr que voilà, utilisez-la, excusez-moi, comme source d'information. C'est les premiers qu'on a déployés, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont affiché en complément de la suggestion d'achat de cette GX3, je vais y arriver, la prévision, tout simplement. Et comme ça, l'acheteur, au fur et à mesure, il dirait, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal, attends, à chaque fois, c'est ce que je voulais mettre. Donc, et petit à petit, ils ont adopté le module. Voilà. Mais vous êtes responsable de la prévision. C'est votre business, ça a un impact extrêmement fort. Voilà. Non. Et allez, pour essayer de respecter un timing cohérent, une dernière question. Est-ce que Florian peut remplacer Use? Alors, la réponse est non. La réponse est non. Florian peut remplacer un certain nombre de fonctions sur un certain nombre d'outils. Florian, comme tout à l'heure, dans FlowDetect, dans FlowPrev, pardon,
on intègre un APS. Donc, si vous avez un APS en interne chez vous, on pourrait même potentiellement remplacer votre APS. Et en fait, l'intérêt en fait de ces outils-là, en fait, c'est pas de tout remplacer, mais c'est d'aller chercher en fait toute la notion d'optimisation et d'algorithmie derrière qui permettent de rendre l'outil augmenté. Exemple, si demain vous avez un APS qui fonctionne très bien chez vous, on plug un FlowPrev sur cet APS. On ne va pas utiliser le module APS qui là est notre module fonctionnel pour répondre à la problématique d'usage, en tout cas de prévisionnel de vente. Par contre, on va mettre l'intelligence avec la modélisation sur votre APS, et ce qui va le rendre plus augmenté et encore plus fiable. C'est plutôt comme ça, en fait, qu'on va travailler. C'est ça. Je réponds juste, est-ce que le module de prédiction est compatible avec le module Flowline prédiction? Évidemment, hein, le module, en fait, alors je le fais très simple. Il y a les prédictions SageX3, les prédictions FlowPrev, et d'une certaine manière, vous pouvez dire, bah, ça, c'est moi qui gère dans SageX3, ça, c'est toi qui gères parce que j'ai confiance. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais il y a un SAS intermédiaire, et vous avez une granularité pour dire qui est le maître. Hein. C'est moi qui suis le maître dans mes prédictions, c'est toi. Voilà. Mais bien sûr qu'on est complètement compatible. D'ailleurs, on ne fonctionne qu'avec lui, en fait. Ah oui, pardon, non, je dis une bêtise. Il y a des clients qui ne récupèrent pas les prédictions, en fait. Hein. Ils récupèrent le résultat et ils l'affichent en BI. Voilà. C'est un choix. Voilà, en tout cas, déjà un grand merci à tout le monde d'avoir été présent. On a eu énormément de participation, à peu près 150 participants, donc c'était génial. On se tient à votre disposition, Guillaume, l'ensemble de l'équipe, et on sera ravis de travailler avec vous sur tous les cas d'usage, toutes les problématiques, et au moins de voir avec vous si ça peut rentrer dans un de ces modules et de vous accompagner sur toutes ces problématiques métiers. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci infiniment. Au revoir.